Voilà, Francine Souka est avec nous, soyez la bienvenue. On va parler de l'histoire de Christophe. C'est votre fils, il est mort le 11 août 2011, c'était à Kandahar. Est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans maintenant après le drame, c'est un peu apaisé et on peut en parler plus facilement? Bon, déjà je corrige, il est mort. Bon, l'attentat a eu lieu le 27 août et il est mort le 4 septembre. Oui, donc aujourd'hui j'arrive un petit peu à en parler. Jusqu'à présent, en parler remet beaucoup d'émotions, alors qu'aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul et j'arrive à en parler. Alors vous aviez raison de me reprendre et pour cause, Christophe à l'âge de 40 ans va mourir à Kandahar. En fait, il est de garde dans une tour de contrôle, une voiture piégée explose et va littéralement pulvériser le poste frontière dans lequel il se trouve. Dans l'explosion, un fragment de la voiture va traverser le cerveau de votre fils. Il est cliniquement mort, mais il va rester branché à un respirateur artificiel. Et c'est cette ce lent accompagnement que vous racontez dans ce livre. Pourquoi est-ce que on ne le laisse pas mourir ce 11 août à Kandahar? En fait, les officiers ont appelé sa femme qui était aux États-Unis et ils lui ont dit: doit-on le laisser mourir ou doit-on l'opérer pour que vous puissiez le voir encore vivant? Et bon, elle a dit oui, mais elle ne savait pas vraiment s'il serait encore conscient, pas conscient. Elle avait un petit espoir, hein, peut-être. Je pense qu'elle avait un espoir parce que quand elle est arrivée à Landstuhl, là où il a été hospitalisé et transféré, elle espérait, je crois encore, elle ne savait pas vraiment le verdict. Le fait que seule sa femme, justement, ait l'autorisation de le débrancher ou non, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mal vécu, vous, en tant que mère ? Non, disons que j'ai compris que c'était la culture américaine et je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ça me paraissait normal et de toute façon j'ai confiance en elle et sa réaction me paraissait tout à fait justifiée. Ça a permis à toute sa famille, ses amis de venir le voir sur son lit à l'hôpital et de pouvoir pas échanger avec lui, mais au moins le voir encore vivant. Et ce qui est, je pense, important pour tous les gens qui avaient besoin de faire le deuil. Voilà, parce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement Britney, qui est la compagne de votre fils, qui est sa femme, et en fait il n'y a que la femme d'un soldat américain qui peut prendre cette décision. Christophe s'installe aux États-Unis, il va monter un restaurant là-bas. On va parler un petit peu de sa vie. Il rencontre justement Britney, sa femme, ils vont faire un petit bébé qui s'appelle Christopher, qui a le même prénom finalement que votre fils. Mais Christophe, votre fils, va aller en Afghanistan faire la guerre dans l'US Army pour obtenir la nationalité américaine. Vous l'écrivez. Oui, c'est-à-dire que du fait qu'il avait perdu l'argent qu'il avait investi dans son restaurant, qui n'avait pas marché comme il Christophe, espérait. c'est un petit Alsacien, que les gens comprennent bien. C'est votre fils, vous habitez à Plopsheim. Oui, voilà. Alsacien et aussi tenait à sa partie champenoise de par son père. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il aimait tellement le champagne. Mais pour avoir la nationalité, il va s'engager dans l'armée. Oui, c'est-à-dire qu'il a obtenu par son mariage la carte verte, ce qui se fait couramment aux États-Unis. Et en intégrant l'armée américaine, ça lui permettait d'avoir la sécurité sociale, la scolarité payée pour son enfant et de devenir un citoyen américain. De devenir un citoyen américain sans perdre pourtant sa nationalité française. Pourquoi il a des multiples vies, hein. Vous parlez de Pudlowski qui va noter les vins parce qu'il monte un bar à vin qui s'appelle le Vert Bouteille, et il va également déjà s'engager dans la guerre. Il s'engage en 93 à Sarajevo avec les casques bleus. Qu'est-ce qui l'attire vers cette vie-là? Déjà, nous sommes d'une famille de militaires. Mon père était militaire, mon frère également. Et donc, je pense qu'il a dû entendre parler de son grand-père, un petit peu aussi peut-être comme un héros par sa grand-mère. Et donc, je pense qu'aussi, c'était un vrai petit garçon qui aimait jouer aux cow-boys et aux Indiens, qui aimait jouer à la guerre quand il était petit. Et il avait ça en lui. Et puis, quelqu'un m'a dit un jour, un médecin qui a eu l'occasion de le connaître, me disait que pour lui, la vie, c'était un peu un jeu.
Et peut-être qu'il a aussi continué un petit peu à jouer au sein de l'armée. Vous parlez quand même de démons de la guerre qui l'ont hanté pendant des années. Oui, ça c'était suite à Sarajevo, mais je pense que beaucoup de jeunes soldats qui sont partis à l'âge de 20 ans ou à peine plus à Sarajevo ont été très très déçus parce que ils y allaient pour faire de l'humanitaire et puis on leur donnait des contre-ordres, ils pouvaient pas vraiment aider en fait les gens sur place comme ils l'espéraient, ils pouvaient les protéger, mais ils ne pouvaient pas vraiment par exemple, les sauver de la mort, si ils voulaient, par exemple, embarquer dans leur char des Croates qui allaient être tués ou brûlés, et si un ordre venait d'en haut et leur disait « Ah non, vous devez les remettre à leur place », ils les remettaient là où ils étaient et ils les retrouvaient quelque temps après, femmes et enfants brûlés et tués. Donc c'est très très marquant pour des jeunes et sans vraiment avoir de suivi psychologique par la suite, quoi. Donc je pense que tous les soldats ont un petit peu vécu des réactions similaires. Pourquoi vous avez fait ce livre? J'ai tendance à dire ces livres puisque vous m'avez amené la version anglaise également. C'est Britney qui a pu la lire évidemment. Oui. Pourquoi vous l'avez écrit ce livre, Francine? En fait, c'était pour moi, je pense, une thérapie. Parce que, bon, je ne sais pas si on peut parler de la douleur d'une mère après le décès de son enfant, c'est quelque chose d'assez indescriptible et je pense qu'il y a d'autres moyens, différents moyens de vivre cette douleur et de l'exprimer. Et en fait, pour moi, c'était l'écriture. Nous avions fait une cérémonie sans son corps, parce que son corps était en Allemagne avant d'être transféré aux États-Unis, au château de Portales, avec tous ses amis et sa famille. Et j'avais dit, j'écrirai un livre. Et je l'ai fait sans savoir comment, mais c'est venu très naturellement. Quand je faisais des insomnies, je me levais, j'écrivais, j'ai retrouvé ses mails, ses lettres, des amis m'ont envoyé des souvenirs. Et pour moi, c'était une manière de le garder vivant, aussi de parler avec lui, puisque dans le livre, je m'adresse à lui. Et aussi, surtout, de permettre, c'est pour ça que je l'ai fait traduire en anglais, à son fils qui ne parle pas encore le français, et à sa femme. Qui a 5 ans. Oui, il avait 2 ans au moment du décès de son papa, donc pas de souvenirs, et il aura l'occasion de connaître un peu mieux la vie de son père à travers ce livre. Alors ce que vous pouvez faire si vous êtes intéressé par ce livre, encore une fois, c'est un très joli livre, c'est l'amour d'une maman, mais la construction, c'est ce que je vous ai dit, où on est auprès de votre fils, où on part dans ses souvenirs, dans sa vie, est tout à fait étonnante et passionnante. C'est un email qu'il faudra faire si vous voulez découvrir ce livre. C'est soukatnas@gmail.com, soukatn2as@gmail.com, et vous pourrez le retrouver tout à l'heure. On vous remettra